Cette année 2008, c'est l'épreuve du feu. C'est le moment qui a forgé sa légende, mais qui l'a aussi, je pense, profondément endurci. Il a vu la destruction totale de près. Et en survivant, il en est ressorti avec un contrôle encore plus absolu sur son destin. Et c'est seulement après avoir survécu à ce cataclysme qu'il a pu vraiment déployer ce que le biographe appelle sa théorie du champ unifié. L'idée que ces entreprises, Tesla, SpaceX et plus tard SolarCity, ne sont pas des projets séparés. Exactement, elles font toutes partie d'un même plan. C'est un écosystème intégré. C'est-à-dire, Tesla fabrique des voitures électriques, mais aussi des batteries stationnaires. Ces batteries, SolarCity, qui est l'entreprise de ses cousins, peut les installer chez les particuliers pour stocker l'énergie de leurs panneaux solaires. et ces mêmes panneaux solaires peuvent alimenter le réseau de superchargeurs de Tesla. Tout est lié. Et même SpaceX et Tesla, qui semblent si éloignés, en fait, elles se parlent. Elles échangent des savoir-faire sur les alliages métalliques, les techniques de production. C'est une vision très intégrée, c'est certain. Mais est-ce que cette théorie du champ unifié, ce n'est pas aussi une belle histoire qu'on se raconte après coup ? Sur le moment, en 2010, est-ce que c'était vraiment un plan si délibéré ou est-ce qu'il a simplement saisi des opportunités qui se renforçaient mutuellement ? C'est une excellente question. Les trois domaines, Internet, énergie, espace, ça, c'était là depuis le début, depuis ces années d'étudiants. Mais la structure de l'écosystème, la manière dont les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres, ça n'a pu être construit que parce qu'il a survécu à 2008. Et parce qu'il avait le contrôle. Et parce qu'il avait le contrôle absolu. Il n'avait plus de conseil d'administration pour lui dire que faire des fusées E.T. et des voitures en même temps était une folie. Il pouvait enfin exécuter son plan directeur sans aucune interférence. En somme, ce que cette biographie nous montre, c'est le portrait d'un homme qui n'est pas le produit d'un succès linéaire. Pas du tout. Il a été forgé par des échecs cuisants. Une enfance singulière lui a donné une ambition démesurée. Les échecs de Zip2 et PayPal lui ont appris la nécessité du contrôle. Et la quasi-faillite de 2008 a validé sa tolérance au risque hors du commun. Et tout ça lié par cette vision à très très long terme. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Le livre dépeint un homme pour qui résoudre les grands problèmes de l'humanité, ce n'est pas juste un business, c'est un impératif moral, une obsession qui dévore tout le reste. Et la question qui se pose, c'est est-ce que pour accomplir des choses qui semblent impossibles, pour vraiment essayer de changer la trajectoire de l'humanité, est-ce qu'il faut ce niveau de concentration quasi messianique ? Et si la réponse est oui, alors quel est le coût humain